Je vous propose qu'on reprenne le cours de ces assises. Donc, on a eu deux premières sessions. Celle-ci s'intéresse plus particulièrement à l'identité numérique. Donc, pour ceux qui nous rejoignent seulement maintenant, donc vous verrez qu'on a de très beaux panels d'experts, d'acteurs économiques et de régulateurs à chaque fois sur ces sujets. On a à peu près 1 heure de dialogue, aussi technique que pédagogique, avec de l'humour même parfois. Mais sachez que je vous réserve du temps à la fin de chaque atelier pour pouvoir poser vos questions aux experts. Donc je vous propose qu'on démarre maintenant pour ne pas prendre trop de retard. Et je vous présente tout de suite donc, notre premier panel, Frédéric Dufaux. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes directeur général adjoint de DocaPost en charge des portefeuilles de services régulés. Vous avez une vision globale de la chaîne des services de confiance et de tout l'écosystème réglementaire avec une expertise forte sur le sujet qui nous intéresse particulièrement maintenant, l'identité numérique. DocaPost, alors on a déjà eu des intervenants de DocaPost et puis tout le monde connaît DocaPost, mais je voulais quand même rappeler que c'est la filiale du groupe La Poste qui commercialise l'identité numérique de La Poste. Et puis c'est aussi le chef de file français du consortium européen Potential qui a pour mission de développer des cas d'usage en amont du déploiement des wallets européens. Stéphane Gache. Stéphane Gache, bonjour, merci aussi d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes expert de l'identité et de la signature électronique depuis le commencement de la directive européenne et vous m'avez rappelé que c'était en 1999. Vous êtes chargé de cours aussi au master de la FNTC à La Rochelle et à Lyon. Et puis, vous co-animez le groupe de travail sur l'identité numérique professionnelle de la FNTC, dont vous êtes aussi un des vice-présidents. Pierre, bienvenue. Bienvenue. Je pense qu'on vous le fait à chaque fois, pardon. Vous êtes chef du service des moyens de paiement scripturaux à la Banque de France. Et puis, Eliès Létillet, vous êtes responsable du segment identité et confiance numérique de l'ANSSI, qui est notamment l'organe de supervision dans le cadre de la réglementation européenne IDAS. Merci à tous les deux d'être avec nous également. Donc le contexte, c'est la mise en place de cette identité numérique pour les personnes physiques et morales. Les tiers de confiance, bien évidemment, tiennent un rôle central dans cette transformation, hein, certifier les informations d'identification numérique, vérifier qu'elles sont exactes et fiables. Mais comment tout ça peut s'orchestrer, comment on trouve les bonnes solutions, les bons garde-fous. On va commencer ensemble, Stéphane, sur l'identité numérique. Cette identité numérique, elle est cruciale aujourd'hui pour les entreprises, que ce soit les entreprises en B2B ou les entreprises en B2C vers les consommateurs. Oui, alors aujourd'hui, on parle d'identité numérique et d'identité numérique professionnelle. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans un monde qui s'est massivement dématérialisé. On ne va pas reprendre un certain nombre de poncifs que vous connaissez tous, mais dans ce monde numérique aujourd'hui, on accélère les transactions, on les massifie, on massifie donc les attaques. Et donc la question qui se pose, c'est la question avec qui je parle. Alors, je ne parle pas ici de déviance et de cas extrêmes. Là, je parle simplement d'une transaction commerciale, de savoir si je suis en train de commander effectivement peut-être des livraisons sur un site de commerce. D'abord, si ce site de commerce est le vrai site. Et là, on va s'intéresser à l'identité numérique du site web, qui est une des formes de l'identité numérique professionnelle. Et réciproquement, ce site web, il va dialoguer avec un utilisateur. Donc en B2C, il va dialoguer avec un consommateur. La question va être de savoir si ce consommateur existe vraiment ou si c'est une tentative de fraude qui va ensuite donner lieu à une livraison. On pourra, je suppose, après parler des paiements et des moyens qu'il y a de lier l'utilisateur à son paiement. Mais si plus prosaïquement, je commence à l'origine et à la connexion à ce site web, eh bien, je vais devoir savoir quel est ce consommateur qui se connecte. Et si je ne suis pas face à un site marchand, mais si je suis face à un site de service, et là, vous voyez où je veux en venir, si je commence à me connecter à mon compte personnel de formation, eh bien, j'ai besoin d'avoir quelques certitudes avant d'ouvrir les services. Donc, on voit que l'identité de la personne qui se connecte, et donc l'authentification de cette personne, on reviendra tout à l'heure sur ces deux notions, mais que je pense dans la salle, vous connaissez tous, nécessite, sous forme numérique, d'avoir des outils qui sont partagés,
des outils qui sont généralisés. Nous sommes en train de parler, après les 2 premières tables rondes qui exposaient les risques, qui exposaient des solutions de normalisation, des solutions de place, des solutions techniques. Là, on est en train de parler de la mise en place, en fait, d'un nouveau paradigme qui est une infrastructure de confiance, une infrastructure autour de l'identité numérique. Et pour terminer sur la première question, sur les 2 formes de l'identité numérique de la personne physique, on a tous intuitivement à peu près l'idée de ce que ça peut représenter, avec parfois des craintes, ça a été évoqué dans la première table ronde, sur le fait que l'on décline son identité de façon beaucoup trop détaillée. Donc la maîtrise de cette identité, et ça c'est un point important sur lequel là aussi on reviendra. Mais l'identité de la personne physique, c'est quelque chose qui est assez largement acquis. L'identité de la personne morale et l'identité professionnelle, ce sont des concepts nouveaux. Ce sont des concepts qui sont issus de la pratique, même si beaucoup d'entre nous le faisions sans le savoir depuis des années. C'est l'association de cette personne physique avec la personne morale pour le compte duquel elle agit. Et cette association doit être au même niveau de sécurité que l'identité elle-même, puisqu'en réalité, à partir du moment où j'ai un maillon faible dans mon identité, c'est ce maillon faible qui sera attaqué par quelqu'un voulant usurper l'identité, qui est aujourd'hui, en matière professionnelle, un vrai fléau. Je vous renvoie à tous les articles sur ces pauvres garagistes qui se font assommer parce qu'on utilise leur nom pour faire des fausses transactions, ou plein d'autres cas d'usurpation professionnelle. Voilà. Bonne introduction. Je pense qu'on a fait le tour de la sujet sur fixer au moins le périmètre du débat. Vous avez évoqué le CPF, le compte professionnel de formation, qui est sans doute un des premiers services, je pense, où on a exigé justement de passer à l'identité numérique avec un service de la Poste précisément. Donc Frédéric, vous êtes d'accord pour dire qu'aujourd'hui, dans ce mouvement de dématérialisation, l'identité numérique, c'est la clé centrale de la confiance, j'imagine. J'abonde dans le sens de ce qui vient d'être dit, bien sûr. C'est co-substantiel à la dématérialisation, puisque du fait de la dématérialisation, de la digitalisation des échanges, on perd cette certitude de la personne avec qui on serrait la main, qu'on voyait physiquement. Et ça passe d'abord par l'identité numérique de la personne, qui est fondamentale. Entre 2000 et 2021, pour vous donner quelques chiffres, le nombre de fraudes à l'identité a été multiplié par 2, 100% d'augmentation. Le coût de ces fraudes à horizon 2025, il est estimé, d'après l'étude qu'on a faite, à plus de 112 milliards d'euros. Donc c'est des chiffres énormes. Donc ça vaut le coup d'investir et de passer un peu de temps, en effet, pour sécuriser cette identité numérique. Donc au travers de plateformes, en effet, qui sont permanentes, qui sont aujourd'hui normalisées, certifiées, validées par l'ANSSI en particulier. Vous citiez en effet le compte personnel de formation qui est sécurisé aujourd'hui en termes d'accès par l'identité numérique, qui a permis de donner en effet un vrai coup de boost à l'identité numérique. Et aujourd'hui, il y a 6,4 millions de Français qui ont un compte identité numérique. Et de limiter la fraude. Et de limiter la fraude aujourd'hui, puisque je pense que vous devez toujours recevoir des petits SMS en disant « Coucou, je suis Amélie » ou « Coucou, je suis un tel ». Aujourd'hui, ça a fortement diminué. En tout cas, moi, personnellement, j'en reçois beaucoup moins. Pour le CPF, oui. C'est vrai. Donc, Pierre, bienvenue. Quelle est votre approche, vous, de ces enjeux autour de l'identité numérique à la Banque de France ? Oui, mais écoutez, est-ce que ça marche ? Ça va marcher. Vous n'avez rien à faire. J'ai rien à faire. Normalement. Alors, je vais faire signe. Non, il faut que j'appuie sur le bouton. Alors. C'est bon. C'est non, côté Banque de France, nous, on a une mission fondamentale, c'est la confiance dans la monnaie. Et qui dit confiance dans la monnaie, dit confiance dans la façon dont on utilise la monnaie et donc les moyens de paiement. Les moyens de paiement, la sécurité des moyens de paiement, c'est des enjeux de lutte contre la fraude. Je donne quelques chiffres. Alors forcément, ils sont un peu différents, ça dépend de la méthodologie, mais nous, à travers l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement, on observe 1,2 milliard d'euros de fraude par an. Et on suit cette fraude sur tous les canaux, sur tous les moyens de paiement, la carte, le virement, le chèque, le prélèvement. Ce dont on s'aperçoit, c'est évidemment, côté en tant que régulateur un petit peu de ces moyens de paiement, dans le secteur financier, qui sont des tiers de confiance historiques, il y a des procédures d'authentification fortes qui ont été mises en place. Et ces procédures d'authentification fortes, d'abord par le biais de normes,
puis ensuite par le biais de droit dur, la deuxième directive européenne sur les services de paiement, elle a permis d'ores et déjà de réduire la fraude. On a, entre 2018 et 2024, par exemple, une baisse d'un tiers du taux de fraude sur la carte par Internet. Donc c'est déjà des progrès substantiels. Cela étant, ce dont on s'est aperçu, c'est qu'aujourd'hui, la fraude aux moyens de paiement, c'est plus le moyen de paiement en tant que tel qu'on attaque. C'est pas la banque qu'on attaque, ou rarement, le fraudeur s'attaque rarement à la banque. On a très peu de contrefaçons de la carte, par exemple. C'est essentiellement, les fraudeurs vont s'attaquer aux utilisateurs, ils vont s'attaquer aux entreprises, aux consommateurs. Et c'est en fait, on s'est intéressé à l'identité numérique par ce biais, en se disant, on ne répondra pas complètement aux enjeux de la fraude sur les moyens de paiement si on se concentre uniquement sur les moyens de paiement. Il faut qu'on travaille avec le reste des parties prenantes, et c'est la raison pour laquelle je suis là, parce que je pense que tous ces prestataires de tiers de confiance participent à diffuser les bonnes pratiques de sécurité dans les entreprises auprès des consommateurs. Et l'identité numérique en est une. Voilà, pour sécuriser son accès à son espace client. On parle du compte personnel formation, mais il y a sécuriser son accès au site commerçant, pour sécuriser la communication de ses coordonnées bancaires. On a quand même aujourd'hui pas mal de fraudes aux faux IBAN qui sont communiquées, qui se traduisent par des fraudes au virement. Donc c'est par ce biais-là, par ce sujet de l'identité numérique qu'on s'y intéresse d'un point de vue sécurité. Et puis évidemment, il y a un côté un petit peu retour ou boomerang, je ne sais pas si c'est la bonne image. Aujourd'hui, les banques ont des obligations d'authentification fortes. Demain, avec le portefeuille d'identité numérique, les banques vont aussi devoir reconnaître ces solutions d'identité numérique comme solutions d'authentification forte pour les paiements. Voilà. Donc c'est forcément un enjeu qu'on regarde de près pour les années qui viennent. Alors, on a évoqué l'identité numérique professionnelle. Justement, je voulais pouvoir partager avec la salle peut-être quelques conseils, quelques recommandations que vous donneriez, Frédéric, aux entreprises qui doivent s'y préparer. Je ne vais pas reprendre ce que Stéphane disait déjà sur le fait que précède l'identité professionnelle le fait qu'il y ait une identité numérique de la personne physique, parce qu'à un moment, il va bien falloir faire un lien, et que le gros travail côté entreprise va être, je dirais, d'abord, avant de parler de plateforme technique, des sujets d'organisation et de process. Parce qu'il faut d'abord bien définir qui fait quoi dans l'entreprise, donc les rôles qui sont attachés à des postes, et donc ensuite sur lesquels on rattache des personnes. Derrière ça, il y a des mandats qui sont éventuellement exerçables par ces personnes, par ces rôles, qui sont éventuellement délégables. Et tout ça, ça bouge tous les jours, enfin pas tous les jours forcément, mais enfin, il y a des gens qui rentrent et qui sortent tous les jours de la société, il y a des personnes qui changent de rôle, donc des mandats qui deviennent obsolètes. Tout à l'heure, on avait le président des grèves des tribunaux de commerce qui détient quelque part aujourd'hui le papier d'identité de la personne morale. C'est le référent, c'est eux qui les gèrent. Il faut derrière gérer tous les mandats. Et aujourd'hui, ça, il faut qu'on arrive à le lier à un moment à l'identité numérique de la personne. Donc, c'est d'abord un travail d'organisation et de responsabilisation des entreprises qui doivent communiquer ces informations-là et les gérer au quotidien, et dans la mesure du possible, les communiquer en temps utile aux greffiers de tribunaux de commerce dont c'est la mission. Ça, c'est le premier sujet. Et ensuite, il y a des plateformes qui sont en cours de montage, qui n'existent pas aujourd'hui. Quand je viens de décrire l'ensemble des sujets, elles sont dans les cartons ou dans les labos, mais elles n'existent pas, elles ne sont pas aujourd'hui, elles sont pas déployées dans les entreprises. En attendant, il y a de la signature électronique, il y a des identités numériques qui permettent de faire un certain nombre de choses et qui permettent d'apporter des garanties dans des processus commerciaux aujourd'hui qui permettent de dérisquer ces transactions électroniques avec en particulier de la signature qualifiée et des identités numériques de niveau substantiel. J'ai envie de poser la même question, Stéphane, sur vos conseils, vos recommandations. Alors, sans beaucoup de surprise, ma réponse sera dans la lignée de ce que vient de dire Frédéric, c'est que la première question qui va se poser aux entreprises, c'est « mais quel est cet objet ?» C'était dans mon introduction tout à l'heure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si on me parle d'identité numérique professionnelle, ça veut dire que ça existe, ça veut dire qu'il y a des mandats dans mon entreprise. Et ça peut paraître bizarre, mais aujourd'hui, je ne suis pas sûr que toutes les entreprises maîtrisent cette notion de délégation. Je ne suis pas sûr que toutes les entreprises, d'ailleurs, maîtrisent à l'envers la notion de délégation
quand il rencontre un commercial, quand il rencontre un acheteur, quand il rencontre un négociateur dans l'entreprise en face. Je pense qu'il faut une certaine maturité ou alors avoir déjà pris un problème pour comprendre que la délégation ne se suppose pas. Aujourd'hui, la seule personne physique qui représente une entreprise en l'absence de tout autre acte, c'est le mandataire social. Et quand bien même il représente l'entreprise, parfois il n'a même pas le droit de faire tout ce qu'il veut. Ce que je veux dire par là, c'est que la première étape pour l'entreprise, c'est de maîtriser cette notion de délégation, cette notion d'identité professionnelle. Et la deuxième étape, ça va être d'accepter éventuellement que cette identité professionnelle soit déléguée à un tiers. Non pas déléguée à un tiers sur le fait de la définir, mais déléguée à un tiers sur le fait de la gérer, de partager cette identité professionnelle, ses droits et mandats avec tous les utilisateurs qui auront à en connaître. Et c'est ça, l'identité numérique professionnelle. Tout comme aujourd'hui, en fait, on délègue son identité personnelle à chaque fois qu'on veut se connecter à un site. Et là, on arrive à une notion qui est la notion de consentement, qui est la notion chère à tous nos amis dans la salle qui sont concernés par le RGPD, c'est-à-dire 100% des personnes présentes ici, qui est « je ne livre pas l'intégralité de toutes mes informations à chaque fois ». Et les systèmes d'identité numérique, qu'ils soient personnes physiques, et vous les connaissez, ou personnes morales, devront prendre en compte cette dimension. Tout le monde n'a pas besoin de savoir éventuellement que je suis mandataire social pour accéder à un site. Peut-être que j'ai simplement besoin de dire que j'ai le droit de le faire. C'est un exemple bien sûr à la volée, mais cette notion de consentement et de divulgation maîtrisée fait partie aussi de l'identité pro. Et puis pour le reste, on en parlera après, je crois, sur la notion d'interopérabilité. Mais oui, on va parler de l'interopérabilité, mais avant, on va donner la parole aussi à l'ANSSI. Eliès, quelles sont les recommandations du côté de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information autour de l'identité numérique ? Alors, déjà, merci Delphine pour la question et merci à la FNTC pour l'invitation. Alors, sans surprise, c'est plus de sécurité. Donc, le positionnement de l'ANSSI, ça a toujours été ne pas niveler la sécurité vers le bas. Donc, comme ça a été rappelé, on est l'organe de supervision dans le contexte des DAS. On participe avec nos amis, donc le chef de file, c'est la DINUM. On participe avec la DGE, la CNIL, la DLPAJ, l'ANTS aux discussions avec la Commission européenne. Et s'il y a quelque chose sur lequel il faut insister, c'est que les actes d'exécution qui vont pointer les normes, tout se joue au niveau de cette harmonisation. C'est-à-dire on harmonise les pratiques par la standardisation. Que ce soit les personnes physiques agissant au nom de personnes morales, ça se joue au niveau de l'interopérabilité dont on va parler dans quelques minutes. Tout ça se joue au niveau des standards. On voit que les autres pays européens sont très actifs et malheureusement on constate qu'il n'y a pas assez d'acteurs côté français qui vont vers cette harmonisation et cette standardisation. Donc l'ANSSI, s'il y a un message à faire passer, c'est que l'ANSSI encourage les acteurs français à nous aider. Bien sûr, l'ANSSI aura toujours la position de tirer la sécurité vers le bas, mais les exigences... Vers le bas, pardon. Ne pas niveler vers le bas. C'était pour vérifier qu'on l'écoutait. Le geste était dans le bon sens. Heureusement que tout le monde suit, c'était une question piège. Mais encore une fois, ça rejoint un peu ce qui avait été dit un peu avant dans les ateliers. Il y a énormément d'efforts d'acteurs. Alors l'ANSSI participe aussi à la commission de normalisation sur l'archivage, sur l'intelligence artificielle. On s'est inscrit aussi à la blockchain parce que c'est un registre de confiance dans le contexte des DAS. Et on y croit vraiment. On croit vraiment que les positions de l'écosystème industriel français ne peuvent vraiment être défendues qu'au niveau des standards. Ce sera trop tard quand il y aura les actes d'exécution qui vont pointer des standards sur lesquels on n'est pas d'accord ou qui vont dire tel protocole de signature par rapport à tel autre. Ça paraît très abstrait quand on en parle maintenant, mais ça arrive en fait. On avance un peu assez vite. Le schéma de certification nationale va arriver très vite. Les actes d'exécution sont en train de se discuter. Il y en a quelques-uns ont été votés la semaine dernière. D'ailleurs, la position de l'ANSSI, c'est qu'on est très content de la façon dont ça s'est passé. Ça reflète un peu toutes les positions françaises ont été acceptées. Et donc, pour répondre simplement, si je devais résumer ça en une phrase, c'est il faut harmoniser les mesures de sécurité et ça passe par la standardisation. Donc, il faut vraiment un investissement. Et la FNTC le fait très bien, il y a un investissement dans les groupes de standardisation pour que les pratiques soient homogènes et qu'on ne soit pas défavorisé par rapport au reste de l'Europe. Voilà.
C'est la question de l'arbitrage en fait entre le niveau de sécurité attendu et de la simplicité. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on n'hésitera pas même, l'ANSSI le fait avec différentes associations, au-delà de donner son avis dans le cadre du groupe de coopération, à inciter aussi les industriels et l'écosystème français à aller répondre sur les enquêtes publiques que lance la Commission européenne et dire les choses clairement et dire ça on préfère, ça c'est cette norme-là, mais avant même d'en arriver là, il faut vraiment faire cet effort et aller dans ces groupes-là. Et comme l'a très bien dit Alain, finalement, dans les groupes de normalisation, c'est le consensus qui compte. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver en face de vos concurrents. Il faudra trouver la meilleure solution. Il y aura toujours l'ANSSI pour ne pas niveler la sécurité vers le bas, mais c'est la façon de faire. Voilà. Alors, on a évoqué le sujet de la généralisation de la facturation électronique. Est-ce qu'on peut prendre ce cas très pratique en exemple, ensemble, là, autour de la table, comment l'identité numérique peut améliorer cette facturation électronique. Améliorer ou tout, plus prosaïquement, répondre aux obligations du décret d'octobre, qui indique que dans la période transitoire, il faut utiliser un moyen d'authentification à double facteur dynamique. Oui. Enfin, je vous passe les détails techniques, mais qu'à partir de l'échéance de 2029, alors dans les dates, je commence à me perdre, mais du 1er janvier 2029, sous le contrôle de tout le monde, il faudra utiliser une identité numérique substantielle embarquant les caractéristiques professionnelles, c'est-à-dire l'autorisation d'accéder au répertoire de la PPF. Dans la PPF, tout n'a pas été jeté avec l'eau du bain. On a gardé le répertoire centralisé et bien entendu les dépôts des données statistiques qui sont l'objet de la réforme. C'est extrêmement important parce que le niveau de sécurité, il est évident que dans toutes les entreprises, tout le monde ne va pas se connecter à son système de facturation électronique, ni pour déposer des factures, ce qui pourrait être un énorme moyen de faire un nouveau type de déni de service, d'envoyer des milliers de factures. Je ne vais pas rentrer dans le détail du processus de la facturation électronique, mais une fois qu'une facture a été engagée, si on la renie pas tout de suite, elle va suivre un processus comptable qui risque d'être très pénible si c'est une attaque massive. Et la deuxième caractéristique, c'est encore pire, c'est l'accès aux informations elles-mêmes et donc la récupération de données sensibles, des données de gestion, des données de chiffrage. Donc on voit que la facturation électronique n'est pas un sujet anodin. Et le législateur a voulu sécuriser au niveau substantiel l'accès à l'ensemble des informations. Alors pourquoi l'identité numérique pro peut être un élément facilitateur? Parce que si on est interopérable, et on refait un peu de teasing, si on est un peu interopérable, eh bien on va pouvoir avoir une certaine flexibilité dans le choix de sa PDP, peut-être en avoir plusieurs. La réforme, tous les ans, j'ai aussi la chance d'enseigner à La Rochelle sur le cours de facturation électronique, et ça fait 4 ans, et ça fait 4 ans qu'un mois avant le cours, qui a lieu début décembre, j'ai une réforme du périmètre. Bon. Donc là, en l'occurrence, la PPF a disparu. Il y a quand même quelques conséquences opérationnelles. Je ne parle pas de la levée de bouclier de certains syndicats d'entreprise. Je parle simplement du fait que, est-ce que réellement on aura une seule facture, une seule PDP, ou est-ce que, pour des raisons financières, on va se retrouver avec plusieurs PDP selon la nature des flux, selon la nature des clients ou de ses fournisseurs. Et là, dans ces cas-là, je vais avoir besoin d'un moyen d'authentification professionnelle qui soit interopérable. Je ne vais pas en avoir 36. Et c'est là que l'identité professionnelle peut m'apporter une solution. Et pour finir, simplement, un petit coup de publicité pour la FNTC, puisque le guide de l'identité numérique professionnelle, le premier guide sur le sujet, devrait pas tarder à être publié. C'est-à-dire ? Bientôt. Bon, très bien. Avant la fin de l'année, on va dire. Je suis un peu informaticien, alors les délais, je fais attention. Pierre, bienvenue sur la facturation électronique. Nous, on n'est pas en première ligne sur cette grande réforme qu'on suit un peu en deuxième rideau, mais ça me permet de dire quelque chose. Sur la Banque de France, c'est l'animateur du Comité national des moyens de paiement.
Ce comité national des moyens de paiement, il réunit les acteurs des paiements et puis toutes les administrations et autorités concernées par les paiements, dont l'ANSSI, dont la CNIL, dont la Direction générale des finances publiques. Et on a sorti très récemment notre nouvelle stratégie nationale 2030 sur les moyens de paiement. Et dans cette stratégie nationale, alors j'en ai pris un exemplaire sur scène, mais bien évidemment c'est sur format électronique, sur le site web de la Banque de France, on a mis le sujet de la facturation électronique comme un axe essentiel à l'horizon 2030, parce que 2025, ça va être un petit peu l'année du virement instantané. Il y a je sais pas, pour les non-spécialistes du secteur financier, le régulateur européen a décidé que le virement instantané devait être aligné en matière tarifaire avec le virement standard, classique. Et dans le domaine du B2B, alors évidemment, dans le domaine des consommateurs, on va très vite voir à partir de janvier-février que le virement instantané sera en principe gratuit. Dans le domaine du B2B, c'est un peu différent, la facturation peut être différente pour les entreprises, mais on croit beaucoup à l'association facturation électronique, virement instantané. Alors qui dit virement instantané dit forcément des enjeux nouveaux en matière de fraude, parce que là, les fonds, ils partent tout de suite, en moins de 10 secondes. Donc il faut absolument que la facturation électronique soit bien sécurisée, pour que derrière l'opération de paiement soit elle-même sécurisée. Il faut avoir confiance dans la facturation électronique que je reçois et confiance dans l'émetteur et les coordonnées bancaires que l'émetteur de la facturation électronique m'envoie. Donc, et c'est un peu la raison, je me répète, mais c'est important de créer des ponts entre les différents secteurs. Voilà, il y a l'enjeu, il y a tout l'écosystème de la facturation électronique, et cet écosystème de la facturation électronique doit communiquer avec l'écosystème des paiements, et c'est un peu le rôle qu'on va essayer de faire, nous, Banque de France, à travers le Comité national des moyens de paiement. Alors, quels sont ces moyens de sécurisation que vous recommandez autour de l'identité numérique à l'ANSSI ? Alors, ça a l'air d'être anodin quand je vous dis article 24 de la commission de l'arrêt de réglementation EDAS. Peu de gens le connaissent, mais cet article 24 va pointer vers une norme, encore une fois. Et au moment où on parle, les gens sont en train de discuter de ce niveau de confiance qu'on peut accorder à des moyens d'identification électronique pour qu'ils soient conformes à la réglementation EDAS. C'est-à-dire que les exigences qui vont être appliquées aux prestataires et à tous leurs fournisseurs, à ceux qui vont les auditer, on ne parle pas de self-assessment ici. Il ne suffira pas de dire je suis assez bon, je me considère au bon niveau de sécurité. En fait, il y a tout un schéma d'audit, un schéma de certification qui est en train d'être discuté au moment où on parle et qui va définir ce niveau de sécurité. Donc encore une fois, c'est pas, je me répète, mais les enjeux, c'est vraiment, pour l'ANSSI, c'est la sécurité vers le haut, et pour les industriels, c'est participer à ces instances et essayer de les influencer avant qu'elles n'arrivent, parce qu'encore une fois, quand l'acte d'exécution sera là, eh ben, ce sera trop tard. Et si on compare avec, parce qu'aujourd'hui on a déjà des identités numériques sur le marché, on aura un niveau de sécurité plus élevé ? Alors au niveau du portefeuille électronique, oui, c'est que le niveau élevé. Il n'y aura pas moins. En fait, la notion de substantiel sera régie par cet article 24. Et cet article 24, quand il va sortir, il pointera vers une norme. C'est exactement, en fait, si je fais le parallèle avec les gens qui connaissent la signature électronique, pendant longtemps, donc la signature qualifiée, on savait ce que c'était. Il y a des normes qui encadrent ça. La signature avancée, c'était un flou. Et donc là, pareil, en fait, les gens qui en ont marre de ce flou, ils pourront aller vers la Commission européenne et dire écoutez, pour tel acte d'exécution, on a l'opportunité de mettre un niveau de certification, une norme sur ce qu'est la signature avancée. Et il faudra le défendre. Et il faudra que l'écosystème industriel dise la signature avancée, ça doit répondre à ce niveau-là, etc. Enfin, je ne vais pas vous donner exactement ce qu'il faudra dire, mais je vous l'enverrai en off. Mais c'est un peu ça. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à la question, c'est assez clair, mais j'ai l'impression de me répéter en disant que tout passe par l'harmonisation et qu'il n'y a pas, en fait, à un moment donné, il faut investir, il faut aller vers les organes de standardisation. Et du côté des tiers de confiance, comment on certifie justement aujourd'hui l'identité numérique ? On la certifie d'abord par rapport à un référentiel. Donc je ne vais pas revenir sur ce que vient d'indiquer Elias sur la nécessité de travailler en amont. Parce que là on n'est pas sur des normes d'application libre. On a des référentiels, il faut évidemment les respecter. Mais surtout, je voudrais rappeler qu'il y a 3 temps dans une identité numérique professionnelle ou même personnelle.
Il y a le temps de l'identification, je l'ai dit en introduction qu'on allait y revenir, de connaître, c'est le KYC, c'est de connaître la personne physique et de s'assurer. Alors, évidemment, avec le programme France Identité, on commence en France à être un peu mieux équipé que l'on l'était. Certains disent on rattrape nos voisins, je n'aime pas faire de bashing, mais en tout cas, on a aujourd'hui des outils physiques avec des cartes d'identité ou d'autres pièces d'identité, ou à distance avec les PVID, qui permettent de vérifier ce KYC. Ça, c'est la première étape. Mais une fois que j'ai fait ce KYC, et en même temps d'ailleurs autre chose, le KYB dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire la connaissance de l'entreprise rattachée, n'oublions pas que sur l'identité numérique professionnelle, j'ai toujours cette dualité, eh bien, il faut que je délivre simultanément un moyen d'identification électronique que je vais réutiliser plusieurs fois. Parce que si je fais un KYC à chaque fois que j'ai un acte à faire, ça va devenir assez rapidement pénible en matière professionnelle. En matière personnelle, c'est un peu plus discutable. Et donc, je vais bénéficier d'un moyen d'identification électronique. Et puis ensuite, dernière étape, je vais l'utiliser sur différents services accepteurs. Et c'est là où l'interopérabilité intervient, et c'est là aussi où la sécurité intervient, puisque lorsque je vais utiliser ce moyen d'identification électronique, eh bien, je vais envoyer une preuve, et en tant que service accepteur, je vais prendre cette preuve et je vais la conserver aussi longtemps que je peux avoir une contestation sur l'identité de la personne qui s'est connectée et des droits qu'elle a revendiqués, droits qui peuvent être des attributs, droits qui peuvent être des mandats. Et on reparlera des attributs tout à l'heure dans le wallet européen et la liaison. Donc voilà les trois éléments qui font qu'une identité numérique professionnelle est sécurisée. J'ajouterai une dernière dimension, qui est la dimension temporelle. Autant sur l'identité personnelle, cette identité reste valable jusqu'à éventuellement un changement d'état civil et malheureusement une issue fatale. En matière professionnelle, ça bouge beaucoup plus vite. Et rien ne serait plus désastreux que d'avoir des identités professionnelles statiques qui garantissent quelque chose alors que la personne a quitté l'entreprise ou n'a plus de mandat depuis des mois et des mois. Et ça a été dit à la première table ronde par notre ami greffier de tribunal de commerce. Sur ces usurpations ou sur simplement cette latence. Donc cet aspect dynamique est un élément consubstantiel de l'identité numérique professionnelle. Non seulement on l'a vérifié, mais on le vérifie en temps réel. Et ça, ce sont des enjeux complètement nouveaux. Frédéric, aujourd'hui, quels sont les gages de confiance, j'ai envie de dire, autour de l'identité numérique ? Pour reprendre ce que vient de dire Stéphane et le compléter, d'abord, on a quelqu'un qui nous contrôle et qui nous vérifie de ce point de vue-là, qui est présent à cette table ronde, qui est dans le site, qui nous certifie, qui nous contrôle sur nos processus, en particulier quand on fait de l'identité numérique de niveau substantiel. Il y a bien, pour moi, je dirais, il y a quatre points principaux et deux complémentaires qui sont complémentaires mais aussi importants. Donc, Stéphane l'a dit, c'est le processus d'identification, soit en face à face, parce qu'il ne faut pas oublier non plus qu'il faut que le processus soit inclusif. Donc tout le monde n'a pas forcément accès à des moyens numériques. Donc il y a le PVID qui est aujourd'hui certifié, qui permet de le faire à distance, mais il faut aussi du processus en face à face pour établir cette identité. Ça, c'est le premier sujet. Ensuite, une fois qu'on on a cette identité, il faut la robustesse des moyens d'authentification. Donc il faut une application, une interface web qui est robuste et qui permet de vérifier que n'importe qui ne peut pas se connecter sur cette application. Le troisième point, c'est la sécurité des systèmes d'information qui supportent l'ensemble du sujet. Et quand je parle de la sécurité des systèmes d'information, c'est à la fois physique et logique. Donc les serveurs, ils doivent être hébergés et protégés pour pas qu'ils soient accessibles par n'importe qui. En France ? En France ou en Europe, on va dire, en tout cas. En Europe, je veux dire. Quatrième point, les processus organisationnels, humains, qui sont derrière tous ces moyens, pour qu'ils soient auditables. Et les deux sujets complémentaires qui sont presque aussi importants, c'est la scalabilité de cette plateforme pour pouvoir répondre à des pics de charge. On l'a vu, nous, quand on a sécurisé le CPF, du jour au lendemain, on est passé de quelques identités numériques par jour à plusieurs milliers par jour. Donc ça, il faut être capable de le tenir en charge. Et puis, au final, la cybersécurité de l'ensemble, parce que c'est des systèmes qui sont forcément attaqués. Je ne vais pas vous dire combien de fois on a été attaqué depuis qu'on est sur le sujet du CPF, mais un certain nombre de fois, il faut être capable d'y résister et donc avoir des moyens de surveillance et de contre-attaque substantiels. Voilà.
Est-ce qu'on peut enchaîner, puisque vous en avez déjà un petit peu parlé, sur le sujet de l'interopérabilité? Justement, ça représente des défis techniques aujourd'hui, d'avoir des services interopérables. On a déjà plusieurs offres d'identité numérique. Il faut absolument que tout ça fonctionne ensemble, Frédéric. Alors, comment on relève ce défi? Je pense que il y a un très beau projet européen qui était cité, qui est ce fameux wallet, qui fait partie de l'IDAS V2, qui est en train d'accoucher, je vais dire ça comme ça. On a été contributeur sur la partie large scale project sur les pilotes. Il y a 2 nouveaux AAP qui sont en train de sortir sur lesquels on va contribuer. La NTS est partie prenante à toutes ces expérimentations. Je pense que l'interopérabilité, à la fois au niveau de la partie identité de la personne physique et professionnelle, passera par le wallet européen, je pense. Moi, j'en suis un fervent défenseur et je suis convaincu par l'approche. Le tout est dans quel délai ça va accoucher et comment, une fois qu'on aura défini les plateformes, tout ça est rémunéré. Parce que quand j'ai énuméré tout ce qu'il fallait faire pour avoir une identité numérique robuste, vous êtes bien conscient que ça demande un peu de moyens. Pour l'instant, il n'y a pas de business model qui existe et qui tourne. Donc, c'est de l'investissement pour le futur. Et donc, je me retourne vers la puissance publique qui doit travailler sur le sujet pour trouver des moyens entre la partie universelle, citoyenne et la partie business. Je ne sais pas si le business model sera de ce côté-là, mais... Alors clairement... Si je peux rajouter un point, l'ANSSI c'est la sécurité, on ne s'occupe pas de modèle économique en général, mais je peux vous faire un rapport d'étonnement parce que moi j'ai rejoint l'ANSSI il y a 6 mois. Avant ça j'ai fait le métier de prestataire service de confiance quand même assez longtemps pour voir à quel point le modèle économique était intéressant. Et ce qui m'a le plus, pas surpris mais vraiment étonné, c'est le niveau de coordination qu'il existe entre l'ANSSI, la DGE, la NTS, la DLPAJ, la CNIL surtout, et la DINUM qui est chef de file. Et je peux vous assurer que le modèle économique est au centre des préoccupations de tout le monde. Chacun tire la protection des données personnelles, la sécurité éventuellement, mais en fait, on est tous conscients que sans modèle économique, l'écosystème ne peut pas vivre et donc il n'y aura pas de sécurité. Et donc c'est pour ça, encore une fois, c'est un consensus qu'il faut trouver entre la sécurité, l'ergonomie, le modèle économique, voir comment tout ça se met en place. Nos amis de la DGE sont dans la salle, je ne vais pas le pointer du doigt pour le mettre mal à l'aise, mais c'est un peu leur rôle et ils défendent très très bien d'ailleurs ce point de vue-là. Et on est à l'écoute, donc il ne faudra pas hésiter. Ce groupe de coopération, cet écosystème français qui défend les intérêts industriels et du citoyen au niveau de la Commission européenne et vis-à-vis des pairs, il est quand même très actif et il fonctionne très bien. Il l'a déjà démontré avec EDAS V1. Il n'y a aucune raison, moi aussi je suis un fervent défenseur de EDAS V2, du portefeuille électronique. Je trouve que c'est un projet vraiment ils ont été vraiment très ambitieux, même si, il faut l'avouer, le calendrier est un peu serré et que le texte sorte plus vite que les normes. Mais il ne faudra pas hésiter à nous solliciter, toutes les entités que je viens de citer. Et ils sont à l'écoute et la coopération se passe de manière idéale. Sur les défis techniques liés à l'interopérabilité, vous vouliez ajouter quelque chose aussi? En fait, ça rejoint, par exemple, quand on parle d'interopérabilité, on parle aussi de protection des données. Tout ce qui permet, je veux dire, ça c'est encore le point de vue de l'ANSSI, tout ce qui permet à tous les émetteurs, même s'ils s'entendaient, ou tous les vérificateurs, même s'ils s'entendaient, il n'y a pas de risque de collusion. Donc, en fait, il y a un défi technologique à l'interopérabilité qui est lié aussi à la protection des données. Il y a aussi un défi technologique qui est lié aussi aux composants électroniques qui sont au plus bas niveau et qu'on va utiliser. Ce que je veux dire, les gens qui suivent un peu les travaux de l'ARF, à faire le WSCA, le WSCD, tout ça, en fait, il y a des contraintes qui sont liées à nos industriels, à nos technologies, à nos puces, etc., qu'il va falloir essayer de défendre vis-à-vis de nos homologues européens qui n'ont pas... C'est pas une mauvaise volonté de leur part. Ils sont pas peut-être des fois aussi bien équipés ou ils ont une façon différente de voir les choses. Donc l'interopérabilité va se jouer aussi au niveau de ces négociations et je veux dire, il y a plein de standards d'interopérabilité à nous de trouver le bon consensus, le bon compromis pour arriver à se partager des attestations sans avoir à... J'entendais le discours d'avant sur aller piocher dans telle base de données par rapport à un autre, etc. Demain, quand il y aura tout ce mécanisme d'attestation d'attributs, qualifiés ou non qualifiés, et en réalité, ça rendra les choses beaucoup plus simples. Bien sûr,
Juste un petit mot pour finir sur ces prestataires, parce que ça concerne l'ACI, et revenir sur NIS 2. Effectivement, les prestataires de services de confiance qualifiés sont tous des entités essentielles, mais également non qualifiés. En fait, tout le monde est concerné par NIS 2. C'est-à-dire, dans le meilleur des cas, même si leur activité est marginale, et qui sont dans ce marché d'attestation d'attributs ou de signature, ou quel que soit le service de confiance, ils sont vraiment dans le... à la marge, même si leur activité est à la marge, ils sont au moins entités importantes. Voilà. Oui, au-delà de l'enjeu d'interopérabilité, je pense qu'on peut se réjouir qu'il y ait une pluralité de solutions d'identité numérique. Moi, je voyais un peu ce qui est proposé aujourd'hui sur le portail France Connect, pardon. Voilà, où je vois des sociétés privées, des solutions publiques. Dans le domaine financier, en matière d'identité numérique, pour l'ouverture d'un compte bancaire, on a fait évidemment référence au référentiel IDAS avec une identité numérique de niveau substantiel, une identité numérique de niveau élevé, qui permettent, et ça me permet de rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, de concilier vraiment fluidité, je pense, et sécurité. Il n'y a pas forcément d'arbitrage, en tout cas pas toujours. Et je pense qu'en tant qu'utilisateur, moi je suis pas geek, mais je suis utilisateur de l'identité numérique de la Poste, j'essaye les différentes solutions d'identité numérique, France Identité, je suis étonné de voir à quel point ça facilite la vie au quotidien, plutôt que de se souvenir des différents logins mots de passe qui non seulement sont compliqués, mais en plus ne sont pas sécurisés. Donc dans le domaine financier, pour l'ouverture d'un compte bancaire, des identités numériques certifiées au sens IDAS sont nécessaires et sont requises. En revanche, dans le domaine extra-financier, pour aller sécuriser son compte client sur Comptoir des Cotonniers, Leroy Merlin, je prends différents exemples, je ne suis pas sûr, enfin pas toujours en tout cas, qui ait besoin d'une identité numérique régalienne ou d'un niveau de sécurité très élevé. Aujourd'hui, on en est sur du login mot de passe. Donc si déjà on passait sur des choses un peu plus sécurisées sans forcément être certifié, d'un point de vue fraude aux moyens de paiement, côté Banque de France, on en serait très content. Je dis ça parce qu'il y a une initiative dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle BeConnect, qui est poussée par certaines banques françaises, qui ne vise pas forcément la certification par rapport à IDAS. Je ne suis pas représentant de la société BeConnect, et je trouve que, et j'ai pas à en faire spécialement la pub, mais je trouve que c'est bien que pour les utilisateurs, il y a une diversité de solutions disponibles, parce que tout est toujours mieux que le login mot de passe. Absolument. Vous vouliez rajouter quelque chose, Stéphane, sur l'interopérabilité? C'est vous qui avez teasé en premier. Oui, alors je vais pas rebondir sur ce que mes collègues ont dit, évidemment tout est juste, mais juste, je ne peux pas être tout à fait d'accord sur le timing et sur la cible uniquement sur le wallet. Il faut démarrer maintenant. Pourquoi il faut démarrer maintenant? Exactement pour la même raison qu'on a travaillé sur la facture électronique il y a 15 ans. Il y a 15 ans, on a travaillé sur la facture électronique, non pas sur des normes techniques, non pas sur des sujets d'interopérabilité technique, mais simplement pour définir ce qu'était un code article, ce qu'était une quantité, ce qu'était un prix unitaire. Alors ça peut paraître très bizarre, mais c'est exactement ce qui a été fait. Et aujourd'hui, sur l'identité numérique professionnelle, nous en sommes là. Nous en sommes à dire qu'est-ce qu'un mandat, qu'est-ce que, par exemple, alors je vais donner un exemple et Guillaume se reconnaîtra et me pardonnera dans la salle, qui est autorisé à recevoir un courrier recommandé électronique, c'est-à-dire quels sont les attributs qui, dans les différents métiers, dans les différents actes de la vie quotidienne, doivent être codifiés et partagés. Et si on va au wallet européen, partagés à travers l'ensemble de l'Europe. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'est pas tout à fait présent partout, je parle collectivement, sur ces sujets-là. Et il faut y aller maintenant, parce que lorsque le wallet va arriver, il va falloir le peupler. Et si on n'a pas réfléchi en amont à ce qu'on allait mettre dedans sous forme de codification, et là on est sur des règles de droit, hein, je renvoie, je ne vais pas donner la parole à Eric, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'un mandat, je ne suis pas sûr, je ne suis pas juriste, je ne suis pas sûr qu'un mandat en France, ce soit la même chose qu'un mandat dans le nord de l'Europe. Et vous voyez bien les enjeux sur cette codification et sur cette européanisation de l'identité numérique. Est-ce que vous avez des questions? Parce que je vois qu'on est déjà proche de la fin de cette séquence. Oui, madame? Oui, on m'entend, oui.
Je voulais d'abord regarder avec impatience votre prochain guide sur la facturation électronique et le besoin d'une à un niveau substantiel qui est en fait qui n'a aucun, en tout cas l'État n'en faisait pas état parce qu'en fait il y a le problème, c'est qu'en France on n'a pas d'identité numérique d'une personne morale facile d'accès pour les entreprises personnes morales comme on a dans d'autres pays, comme même en Allemagne, même comme au Luxembourg, aux Pays-Bas ou ailleurs. Donc il y a un gros problème. Tout à l'heure, quelqu'un parlait du guichet unique. On a effectivement le registre des greffiers des commerces, mais aujourd'hui, même l'État n'a pas de référentiel d'identité des personnes morales qui émettent des données. Il y a un gros problème. Donc la problématique, c'est d'avoir rapidement un wallet d'identité numérique personne morale au niveau élevé qui se permette l'interopérabilité d'accès au PDP, qu'il soit français ou européen, puisqu'il y aura la facture électronique, ce n'est pas uniquement entre B2B franco-français. D'où ma question à Monsieur Eliès Létité. Alors, j'ai mal prononcé. Laitier, excusez-moi. Non, mais Monsieur Capriolo a eu droit à la sienne. Désolé. Alors, Monsieur Caprioli, excusez-moi, je n'avais pas encore l'honneur de vous rencontrer, Monsieur Laitier, excusez-moi. Laitier, c'est pas évident de savoir comment bien le prononcer. Donc, en fait, vous avez parlé des fameux actes d'implémentation EIDAS. L'information, c'est qu'ils ont été votés le 21 novembre. On attend leur parution avec impatience. Aucune information n'a été divulguée. Ça devrait être assez rapide, avant la fin du mois normalement. Oui. Et est-ce que cet acte d'implémentation, à votre connaissance, va traiter de l'interopérabilité pour définir ce qu'on appelle le Legal PID, les PID d'organisation qui va permettre de définir l'interopérabilité des wallets d'identité des organisations. Rappelons que l'État français, au même titre qu'un wallet d'identité numérique personne physique, a une obligation de fournir à toutes les entreprises un wallet d'identité personne morale d'ici novembre 2026. Oui. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il y a le LPID qui va être défini. C'est une bonne nouvelle. Il y a eu, comme vous le savez, sur l'enquête publique, il y a eu énormément de gens qui ont rebondi là-dessus. Et nous aussi, on a poussé ces informations-là. Donc, je ne peux pas en parler parce que c'est pas encore, ça a été voté. Et encore une fois, le message qu'on voit l'ANSSI et même le groupe de travail, c'est qu'on est content de ce qu'il y a dans les actes d'exécution parce que toutes nos lignes rouges ont été respectées et qu'on est arrivé à un consensus. Maintenant, dans le contenu exact, je pense qu'il faut attendre que la Commission européenne les publie officiellement. Ça devrait être d'ici la fin du mois. En tout cas, c'est une très bonne nouvelle, Monsieur Laitier, par rapport également au cas d'usage d'ouverture de compte bancaire, par exemple, puisqu'en fait, on aura une véritable identité personne morale également définie pour le KYB. Merci beaucoup. On a une question ici au milieu. Merci, rebonjour. Alors j'ai une question un peu pointue, mais différemment pointue que la précédente. Je suis persuadé, comme vous l'avez dit, que l'identité des personnes physiques est cruciale, surtout pour en dériver les personnes morales, les délégataires, les signataires. On voit depuis quelque temps que la vie d'une personne physique évolue vite. Changement de prénom, changement de nationalité ou double nationalité avec des prénoms qui se francisent. On doit avoir les mêmes cas de l'autre côté. Est-ce qu'il y a des normes ou comment vous imaginez assurer la transition d'identité d'une personne à une autre? On l'a vu dans des projets qu'on a fait, par exemple les projets Diamond, où déjà vérifier une identité, le nom de prénom d'une personne, c'est une galère. Voilà, c'est compliqué en algorithme. Comment vous imaginez qu'on va pouvoir, quelqu'un qui décide de changer, reprendre le nom de sa mère, on va pouvoir assurer cette pérennité? Parce que si on la perd, c'est plié, on est à peu près sûr qu'on aura de la fraude qui viendra par là. Moi, j'ai un peu... Mais bon, comment nous, on est confrontés à ça? Moi, je pense que la réponse, elle est dans la hiérarchie des identités et que ce type de changement d'identité au niveau de la personne physique, il est de niveau élevé et donc il est sous la responsabilité de l'État qui devra procéder à cette dérivation. Et après, on redescendra dans le substantiel. C'est ce que je pense. Mais alors, comment il va faire? Je pense que là, pour le coup, c'est parce que les modifications auxquelles vous faites allusion,
c'est des modifications qui sont aujourd'hui physiquement sur votre titre d'identité physique que vous avez dans votre poche aujourd'hui. Oui, mais demain dans votre puce électronique. Personnellement, j'ai un prénom sur mon permis de conduire, un autre sur ma carte d'identité. Disons une orthographe de prénom, ce qui me fait une grande galère avec France Connect. Hein, bon, voilà. Mais attendez, pour une banque, quand les gens vont arriver en disant non, mais j'ai changé de prénom, j'ai changé de nom, peut-être même plus, comment on va faire? Parce qu'en électronique, ça devrait se faire à distance. Il y a des normes. Alors, j'ai balancé la patate. Non, on a déjà eu cette discussion-là. On a regardé ce qu'il y avait dans les normes. C'est pas juste changer de nom ou de prénom. Il y a aussi la multitude de genres qui ont été introduites dans la réglementation. Ça n'a échappé à personne. Et en réalité, dans la réglementation, vous savez que la notion d'identité, c'est le PID, qui est différent d'une attestation. Donc le PID permet de s'identifier. Demain, les attestations vont permettre de s'authentifier. Enfin, le wallet va permettre les trois, identifier, authentification et signature. Maintenant, ces changements-là, il y a ce qu'on appelle dans le schéma EDAS, un PID provider, qui en France va être France Titre, c'est-à-dire la même personne qui va vous délivrer votre pièce d'identité. Donc j'ai envie de vous dire que cette transition, elle se fera exactement de la même manière que quand vous allez refaire votre pièce d'identité parce que vous avez décidé de changer de prénom. Mais encore une fois, je veux dire, normalement, c'est pas à moi de vous répondre, ce serait à l'ANTS. Mais je vois ça. Je veux dire, le parallèle est à faire avec ce que vous faites déjà dans le monde classique. C'est-à-dire les PID que va vous délivrer l'ANTS, bien sûr, ils auront une durée de validité, comme vos pièces d'identité. Si vous voulez les renouveler, il faudra repasser par le même niveau d'identification élevé. Tout en assurant la traçabilité. Ah oui, non, mais de toute façon, l'État sait ce que vous faites. Hein. D'ailleurs, je vais prendre les noms de tout le monde, contrairement le Nice V2, et le fait que tous ceux sont entités importantes ou essentielles. Est-ce qu'il y a une autre question? Merci beaucoup. Merci.